Nasri ou Saaleha, une personne formidable, c'est une grande institution. Absolument. Elle m'appelle, me dit Qais, Sidna veut que tu prennes en main la responsabilité ou la coordination administrative, technique et ressources humaines au sein du cabinet royal à partir d'aujourd'hui. Allah yabarak, merci. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre parcours où vous vous êtes dit « Je ne peux pas être chargé de mission au cabinet royal et être poète ». Est-ce que vous avez ressenti un moment que vous deviez vous conformer pour rentrer dans le cadre ? Jamais je ne me suis posé cette question. Je suis contre le conformisme par rapport à ce que les autres doivent attendre de moi. J'ai toujours privilégié le cœur dans les choix. Et le cœur ne se trompe jamais. Bonjour à toutes et à tous, c'est Manal Mernoussi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Leaders on Purpose podcast. Dans ce podcast, on s'intéresse au parcours de leaders qui nous inspirent, des leaders nationaux ou internationaux. On apprend à les connaître et nous faisons cela non pas via leurs accomplissements, qui sont certes nombreux, mais plutôt en se connectant à ce qui nous lie tous, la vie, cette expérience humaine que nous partageons avec ses hauts, ses bas, ses apprentissages, les choix qui l'accompagnent, un concentré de sagesse et d'expérience et une bonne dose d'inspiration. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir un invité exceptionnel, un homme à la croisée des mondes, scientifique, artistique, humaniste, un homme de service, de cœur et de culture. Il est ingénieur en chimie nucléaire, il a occupé plusieurs fonctions de haut niveau, notamment à la CDG et à la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Il est aujourd'hui chargé de mission au cabinet royal et c'est un grand honneur pour nous de l'accueillir aujourd'hui. Qais Ben Yahia, bonjour et bienvenue sur Leaders on Purpose podcast. Bonjour Manal, merci de m'avoir invité. D'abord, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, de partager ces moments, j'allais dire, d'ouverture et de partage dans ce cadre qui est formidable et que je respecte et que j'apprécie beaucoup parce qu'il nous offre la possibilité qui n'est pas toujours disponible pour tout le monde d'être sincère. Et merci de nous le permettre. Merci à vous encore une fois, c'est un grand honneur de vous avoir. Alors moi j'ai eu le plaisir de vous rencontrer à 2 reprises. Oui. Et ce qui m'a sincèrement interpellée et beaucoup inspirée aussi, c'est que dans un monde où on cherche souvent à mettre des gens dans des cases, lui est technocrate, lui est artiste, lui est politique. Vous incarnez une forme de liberté d'être, une liberté d'exprimer, de créer. Et j'ai ressenti sincèrement que vous faisiez cela avec beaucoup d'humilité. Alors ma question, est-ce qu'il y a eu un moment dans votre parcours où vous vous êtes dit « Je ne peux pas être chargé de mission au cabinet royal et être poète. Je ne peux pas être profondément spirituel et exprimer pleinement mon sens artistique ». Est-ce que vous avez ressenti un moment que vous deviez vous conformer pour rentrer dans le cadre ? Alors, c'est très simple la réponse. J'allais dire, tiens, on a un mot « jamais ». Jamais je ne me suis posé cette question et jamais je ne me suis imposé quoi que ce soit dans cette démarche parce que je suis quelque part. Vous pouvez dire que je suis un anticonformiste, mais je suis contre le conformisme par rapport à ce que les autres doivent attendre de moi. Ma logique dans tout ce que j'ai entrepris est une logique de mission. Là où j'ai été, j'ai porté une mission et la mission est prioritaire dans la démarche. Là où je suis aujourd'hui, l'institution est centrale. Moi, je m'efface derrière. Je n'essaie pas de coller à une case ou pas. J'essaie d'être moi-même pour correspondre à la mission qui m'a été confiée. Et c'est ça qui fait que je suis resté moi-même tout le temps. Et j'allais dire, quelque part, si je fournis l'effort d'effacer une part de moi, c'est que je ne corresponds plus à la personne à qui a été confiée la mission le premier jour. Je suis scientifique, vous l'avez dit, j'en suis heureux, je suis poète, c'est magnifique. Si j'ai pu l'être, à un moment, je suis artiste. Cette diversité de registres a toujours été bénéfique pour moi pour être le Qais que connaît tout le monde aujourd'hui. Si, quelque part, j'essaie de contrer un de ces registres, je perds ce que je suis et ma mission est perdue. Donc, sincèrement, je ne me suis jamais mis dans une case particulière pour correspondre à quelqu'un. J'ai toujours été moi-même. Alhamdoulilah, ça marche très bien. Alhamdoulilah, cette authenticité, on la ressent en tout cas, et c'est aussi une façon de ne pas se trahir soi-même. Absolument. Et ne pas trahir aussi les autres, finalement. Les autres qui nous ont fait confiance sur la base de ce que nous sommes, pas sur ce que les autres pensent que nous devrions être. Donc, on restera nous-mêmes, on est dans la logique première et on est dans la bonne démarche pour atteindre, en tout cas, les résultats escomptés dans la mission qui nous est confiée. Absolument. Alors, une question que j'aime bien poser au début de mes conversations, c'est quels seraient les 4 ou 5 moments clés
de votre parcours personnel ou professionnel, des anecdotes qui vous viennent spontanément à l'esprit et qui ont forgé l'homme que vous êtes aujourd'hui. J'allais dire un peu de manière philosophique, tous les moments ont été des moments clés pour moi. Parce qu'à chaque fois, j'ai été dans une démarche d'apprentissage et dans une démarche de lévitation, quelque part. Parce que dans toute ma vie, j'ai été à la recherche, à la quête du sens. Et cette quête du sens m'a mené un petit peu partout. Comme ça, en y pensant d'une manière, j'allais dire à chaud, à voix haute, je peux dire que un des moments clés, c'était mon enfance. Parce que j'ai grandi dans une famille formidable, famille d'artistes, de poètes. Mon père, Allah yarhamou, Mohamed Tanjawi, était un très très grand poète. Et je me rappelle toujours ces images chez nous à la maison où les artistes, les grands artistes, Mohamed Abdel Wahab, Abdel Halim Hafid, Kulthum, tous ces gens-là rentraient chez nous et sortaient d'une manière normale. Et jamais à un moment je me suis dit c'est exceptionnel ce que je vis. Ça a été naturel, c'est ce qui a fait probablement une grande part de ce que je suis aujourd'hui. L'art, la poésie, le beau verbe, le partage, tout ça a été quelque chose de naturel dans lequel j'ai baigné comme Obélix. Hein. Oui. Et lui, à qui on refuse la potion magique parce qu'il est tombé dans la marmite quand il était bébé, moi je suis tombé dans la marmite de l'art et de la poésie. Et c'était un élément clé, un point clé en tout cas, un moment clé qui a fait la personnalité que je suis, poète aujourd'hui. Et puis par après, il y a eu bien sûr d'autres moments, genre j'en citerai... Alors, il y a un moment voilà, qui me passe par l'esprit qui est très intéressant aussi du côté artistique, parce que je me rappelle, pas une anecdote, mais un événement où un jour, j'avais 18 ans, et j'étais au théâtre Mohamed V pour aller assister aux répétitions de préparation d'une soirée de musique rock. À l'époque, les musiciens, en tout cas Arbati, se déployaient beaucoup au théâtre. Et puis, il se trouve que l'agent de cette soirée s'est retrouvé avec un orchestre qui ne s'est pas présenté. Donc, il était en défaillance. Et il nous a demandé, cet après-midi, il savait qu'on jouait de la musique, il nous a demandé, l'après-midi même... Au pied levé. Au pied levé, moi-même, mon frère et d'autres musiciens amis, de remplacer l'orchestre. Sans aucune répétition, sans aucune préparation, sans quoi que ce soit sur le théâtre, sur la scène du théâtre Mohamed V. Vous ressentez quoi à ce moment-là? C'est ça qui est formidable. Ça veut dire que je n'ai ressenti aucun interdit dans ce qu'il m'avait proposé. J'ai dit chiche, c'est l'occasion ou jamais. Magnifique. Et ça a été un moment fort qui m'a démontré que quand on veut aller et réaliser quelque part quelque chose, on est capable de le faire si on se laissait aller vers ça. Et la soirée s'est passée d'une manière formidable. On a déployé tout ce qu'on savait faire, on a improvisé, on a fait des choses merveilleuses. C'était la première fois devant un théâtre plein où j'avais pas le trac. C'est magnifique. Et c'est ce moment fort qui m'a quelque part poussé à rester musicien toute ma vie. Parce que j'étais convaincu que ce qu'on savait faire ne demandait qu'à sortir pour pouvoir prouver qu'il était bon. Et ce moment clé a fait que je suis resté musicien pendant très longtemps. C'est magnifique. Un grand merci à la personne qui a pensé à vous proposer qui a osé nous proposer cette aventure et qui a fait qu'on l'avait réussi, que par après on est devenu... on a formé un grand orchestre de jazz, on a joué un petit peu partout, on a fait de la musique un peu partout pendant quelques années. Oui. On y reviendra sur ce moment fort. On n'a rien à vous cacher, c'était un petit peu... une vie à part, parce que moi j'ai passé mon bac déjà en 79 et tenez-vous bien, pendant 3 ans je n'ai fait que de la musique. Intéressant. Peut-être à cause de ce moment-là particulier, mais ça a été très formateur dans ma vie. Et c'est là où vient peut-être un autre moment qui est intéressant, qui a fait qu'un certain nombre d'accidents heureux sont arrivés, ont formé la personnalité que je suis aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui. En 82, mon beau-père, Allah yarhamou, devait se rendre attaché à l'ambassade marocaine à Bruxelles. Et il m'avait proposé à l'époque, il m'a dit « Qais baraka alik min al-musiqa, reprends ta vie en main, viens avec nous, on va aller à Bruxelles, si tu veux venir avec nous, ça serait génial. » Parce qu'on était très, très amis. C'était l'ami de mon père, c'était nos voisins, Ouladou, on était comme des frères et sœurs. D'ailleurs, sa fille est mon épouse aujourd'hui. Et on est parti à Bruxelles et je me suis dit, chiche, j'arrête la musique parce que c'est pas quelque chose qui va assurer mon avenir. Et je suis parti à Bruxelles et du jour au lendemain,
j'ai fermé la case musique et j'ai ouvert la case science. Alors, ça veut dire que je suis arrivé à Bruxelles, et ça c'est une anecdote formidable, je déambulais dans les rues, je tombe sur l'Institut supérieur industriel qui avait justement la section nucléaire. Et comme moi, étant déjà rêveur à l'époque, penseur de ce qu'était la vie, du sens de la vie, de l'univers, du cosmos et tout ça, le nucléaire me passionnait. Et il y avait un concours à passer, alors je suis allé... pour ne rien vous cacher, je suis allé à une bibliothèque où je me suis enfermé pendant 2-3 jours pour reprendre, réviser mes maths et tout. J'ai passé le concours, je l'ai réussi. Un autre tournant dans la vie qui a fait que... Et moi, je suis convaincu qu'il y a une main cachée derrière. Allah subhanahu wa ta'ala a mené le jeu pour moi d'une manière formidable et j'en suis, alhamdoulilah, ala kulli hal. Je suis rentré, et là j'ai complètement renversé ma manière de vivre. Je suis passé du musicien qui vit la nuit à l'étudiant rigoureux qui dormait tôt et se levait tôt pour aller à l'école et qui faisait ses devoirs comme il fallait pendant quelques années. Et je me suis retrouvé sur une durée de 7 ans en train de faire de la chimie nucléaire, en train de faire de la radiopharmacie en application en médecine nucléaire et devenir chercheur à l'hôpital Erasme. Alors, moment successif qui a marqué ma vie aussi, c'est à l'instant où j'étais chercheur, je faisais des études très poussées sur un sujet en médecine nucléaire. Je me suis rendu compte que les chercheurs qui étaient avec moi avaient déposé un brevet autour du sujet sur lequel je travaillais sans que mon nom y soit cité. Alors là, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on sorte de ce problème et j'ai décidé... Vous aviez contribué bien évidemment à toutes les phases de recherche et au moment de déposer le brevet, au cœur de la recherche. C'est moi qui menais toutes les recherches et toutes les démarches et il m'imposait de faire des présentations tous les lundis. J'avais compris pourquoi par la suite et puis en quelques jours, je me suis retrouvé dans l'avion avec mon épouse qui était enceinte à l'époque et je suis rentré au Maroc. Et c'était un autre tournant encore de ma vie. Un accident heureux. Un accident heureux qui a fait que je suis revenu aux sources, à ma qualité de vie réelle, qui est celle du Maroc. Et qui, au retour, donc heureusement qu'il y avait la musique parce que j'ai pu assurer l'alimentaire en jouant de la musique pendant quelques mois. Et après, je me suis retrouvé au Centre national d'énergie nucléaire en tant que responsable production radioisotope pendant une dizaine d'années, là où j'ai appris le métier de la communication. Oui. Encore une fois, alors le CNESTEN, c'est grâce à son directeur, un grand ami que je salue ici, c'est Khalid Mdiouri, qui savait que j'étais musicien, puisque à l'époque où j'étais au CNESTEN, j'animais le piano-bar de l'hôtel Saint-Phil, le jazz-bar de l'hôtel Saint-Phil. Il m'a dit, écoute, Reis, tu as cette facilité d'accès au public, est-ce que ça ne serait pas intéressant pour toi et pour nous de prendre la responsabilité de communication pour le centre, parce que tu as en même temps la maîtrise technique et la maîtrise d'ouverture vers le public. Je me suis dit, chiche, je vais le faire. Il m'a dit, donc, je t'envoie te former en communication dans les centres nucléaires. C'est là où j'ai appris le métier de la communication. Encore une fois, cette capacité à dire oui aux opportunités qui se présentent à vous. C'est exactement le cœur de l'histoire. Ça veut dire qu'il ne faut jamais refuser quelque chose sous prétexte qu'on serait incapable de le faire, mais tout au contraire, en s'y investissant. Il y a des ressources en nous qui sont insoupçonnables et qui se déclenchent au moment où on leur permet de sortir. Et c'est là où des choses merveilleuses arrivent, où des choses de tout bonheur arrivent. On se découvre parfois soi-même. Ça, plus le fait que cette main invisible nous envoie parfois des personnes qui savent voir en nous ce que nous ne voyons pas en nous-mêmes. Et c'est exactement ça aussi, c'est la beauté de ce chemin. Ah oui, le chemin, il est essentiellement, j'allais dire, on va peut-être y revenir après, il est essentiellement à connotation spirituelle. Parce qu'il n'y a pas de logique scientifique dans ce que j'ai vécu. Mais il y a plutôt un chemin qui, quelque part, si je le refaisais, je le referais probablement de la même manière. Oui. Parce qu'il est tracé. Il est tracé, je crois que la raison essentielle, c'est que j'ai toujours privilégié le cœur dans les choix. Et le cœur ne se trompe jamais. Oui. Parce que le cœur, c'est là où la foi réside, c'est là où l'amour se déploie. Et c'est là où la vérité jaillit d'une manière claire et nette. Et si on le privilégie dans la démarche, je crois qu'on se trompe très peu. Il faut du courage. Ou du courage. C'est ça. Mais le courage vient avec la pratique. Ouais. Vous savez, c'est comme la musculation. Hein. Il faut le courage, il faut le pousser à bout pour qu'il puisse se muscler et devenir une règle générale dans la vie. Il faut goûter au bonheur. Au bonheur. De
faire confiance à cette voie-là, à la voie du cœur. Parce qu'une fois qu'on y goûte, je pense que magnifique. On y va beaucoup vous avez plus dit le souvent secret. Parce que le bonheur, en tout cas, moi, j'insiste à chaque fois de faire la différence entre ce qui est bonheur, ce qui est plaisir. Le bonheur est une démarche. Quand on y goûte et quand on est satisfait et serein avec sa conscience, avec cette démarche, on est inscrit dans ce bonheur d'une manière continue. Par contre, les plaisirs sont des choses que nous pouvons acheter à chaque fois dont on a besoin. Et quand on est exclusivement dans la démarche plaisir, on est perdu. C'est ça, absolument. Le plaisir se consomme, s'achète, et rentrer dans l'engrenage du plaisir, c'est perdre son bonheur. C'est beau ça, je m'en souviendrai. Je vais quand même parler d'un dernier moment clé. Ce n'est probablement pas, j'allais dire, un accident heureux, mais c'est beaucoup plus l'événement de ma vie, quelque part. C'est quand, après avoir rejoint la CDG, où j'ai été responsable de la communication pendant un certain nombre d'années, où j'ai eu le privilège d'installer la direction de communication, et notamment la galerie d'art et un certain nombre de choses à la CDG dont je suis fier aujourd'hui. À l'époque, c'est Mustafa Al-Bakouri, qui était administrateur de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, a été appelé par feu Zolekhan Salih, elle lui avait demandé de lui chercher quelqu'un pour apporter juste un conseil de communication à la Fondation, pour apporter une expertise, montrer à la Fondation un plan d'action. Alors, Mustafa m'appelle, m'a dit « Qais, je te confie cette mission, tu vas à la Fondation, tu vas regarder ce qu'ils font et essayer de leur tracer un plan d'action de communication, de leur proposer quelque chose dans ce sens. » Alors, je suis parti à la Fondation, tout à fait décomplexé, comme ça veut dire sans rien en tête en particulier. Je me suis dit, si je peux le faire, quand on m'a sollicité, c'est que sincèrement j'ai quelque chose à dire. Je suis resté une dizaine de jours et j'ai écrit un rapport sur la Fondation, sur ce qu'elle faisait, sur ce qu'elle était capable de produire et de faire en matière de communication. Madame Sri ou Sa'aleha, une personne formidable, c'est une grande institution. Absolument. A eu l'idée géniale pour moi d'envoyer le rapport au Sidna. Encore une fois, ces rencontres. Ouais. Encore une fois, la main cachée, parce que ce ne sont pas des choses qui se construisent, c'est des choses... On ne peut pas anticiper ni planifier. Du tout, du tout. C'est des choses qui arrivent, encore une fois, et dont l'explication ne peut être que dans le mythique. Pas d'explication. On en parlerait, c'est toute la différence entre la perception de la vérité et l'explication de la vérité. Alors pour moi, je perçois la vérité dans ce domaine mythique, dans cet espace mythique. Alors je continue, effectivement, à avoir le rapport, et Sidna lui fait part de sa volonté, sa haute volonté, que je prenne en main la communication de la Fondation. Elle m'appelle, me dit « Qais, voilà, Sidna veut que tu prennes en main la communication. » Merci. Avant même de rendre compte, c'est Mustafa Bakouli. J'appelle Mustafa, je lui dis écoutez, voilà ce qui se passe. J'y vais. J'ai été mis à disposition de la Fondation Mohamed V pour la solidarité en 2004, voilà, où j'ai pris en main la communication et le développement institutionnel de la Fondation pendant une dizaine d'années. Je suis arrivé au moment où il y avait le fameux tremblement de terre d'El Husseima, où j'ai vécu pleinement, et toutes les activités qui étaient magnifiques au sein de la Fondation. Et j'ai eu ce bonheur, ce privilège, cet honneur d'être le porte-parole de la Fondation et d'expliquer ça à tous les Marocains, de leur faire transmettre en tout cas ce feeling vrai, cette vérité cette valeur qui est la solidarité et qui était déployée au sein de la Fondation d'une manière magnifique. Alors, 2004, je démarre. 2007, Madame Sri me rappelle, on était à la Fondation en réunion, elle me dit « Qais, je veux te voir en aparté ». On se met en aparté, elle me dit « Qais, Sidna veut que tu prennes en main la responsabilité ou la coordination administrative, technique et ressources humaines au sein du cabinet royal, à partir d'aujourd'hui. » Je lui dis « Quel honneur. Et je suis nommé chargé de mission au cabinet royal pour gérer ces aspects-là depuis aujourd'hui 19 ans. Chose que je fais avec beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté, chose que je fais moi-même tel que j'étais le premier jour et que j'ai l'honneur de porter très haut aujourd'hui et de considérer comme l'élément fondamental dans tout le trajet dont on a parlé aujourd'hui.
Un très grand honneur, effectivement, et un bonheur pour nous aussi de bénéficier de cette expérience. Donc, je vais me permettre de creuser un petit peu dans ces différentes casquettes. Allons-y, avec grand plaisir. Et revenir dans un premier temps sur cette parenthèse scientifique, cette formation d'ingénieur en chimie nucléaire que vous avez poursuivi après avec un doctorat en radiopharmacie à l'ULB de Bruxelles. Des choix de spécialisation très pointus, très exigeants. Qu'est-ce que ça vous a apporté avec du recul dans la manière avec laquelle vous menez votre vie aujourd'hui? Beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur, beaucoup d'approche cartésienne, carrée, et de la discipline, beaucoup de discipline. Et de la curiosité surtout. Parce que la curiosité est au cœur de la science. J'allais dire, la science, la poésie et la musique, c'est exactement pareil. Alors, quel lien vous y voyez, justement? Alors, ce sont quelque part, aujourd'hui, des espaces nobles où l'être humain peut interpeller le monde. De manière différente, mais c'est les seuls espaces aujourd'hui qui permettent à l'être humain de sortir de la démarche prosaïque de tous les jours et d'interpeller le monde dans certaines vérités. Ça a toujours été les poètes, les philosophes et les scientifiques qui étaient capables de remettre de l'ordre dans l'humanité. Par leur questionnement, par leur contradiction avec ce qui est devenu inhumain, par leur persévérance, et c'est ça qui a toujours ramené au monde de la sérénité humaine. Moi, je suis heureux de pouvoir les porter tous, et je suis quelque part, je ne compare pas à ce que je vais dire, mais je suis quelque part comme les gens du temps de l'Andalousie, et qui était l'apogée de la civilisation. Les grands savants, les grands érudits étaient en même temps philosophes, musiciens, scientifiques, médecins. Ils étaient tout ça en même temps. C'est ce qui a permis à l'humanité, au-delà des dogmes, au-delà des croyances, d'être humaine jusqu'au bout. Et d'accéder à des dimensions qui sont... les vraies valeurs de l'humanité d'une manière merveilleuse. Jusqu'à aujourd'hui, on en sait quelque chose sur l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, on en tire vraiment un profit formidable. L'Occident lui-même, la révolution industrielle elle-même, a tiré profit justement de cet espace andalou qui était formidable, qui était producteur de belles valeurs qui ont servi l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Moi, si je peux aujourd'hui me prétendre scientifique dans ma pensée, mais en même temps philosophe, poète et artiste, eh ben, j'en suis heureux. Magnifique. Merci vraiment pour ce partage. Alors ça, c'était sur la partie scientifique. Vous êtes aussi passé par le milieu corporate et je sais qu'une grande partie de notre audience vient du monde de l'entreprise, le monde institutionnel. Vous êtes passé donc notamment par la CDG, la Fondation Mohamed V, comme vous l'avez cité. Alors, que vous ont apporté ces années-là en termes d'apprentissage humain, surtout? Les hommes, les femmes, l'interaction dans une entreprise. Qu'est-ce que vous en gardez de ces années-là? Que du bonheur. Sincèrement, je ne me suis jamais, en tout cas, inséré dans un espace en essayant d'aborder l'espace avec les règles théoriques. J'ai toujours essayé d'apporter cette touche humaine dans tout ce que j'entreprenais. Et mon expérience à la CDG était, alhamdoulilah, assez réussie. Et j'ai pu, avec l'aide de toutes les personnes qui travaillaient autour de moi et avec moi, créer un genre de famille, une genre de famille. Et tout ce que nous entreprenions dans l'entreprise avait cette référence. Ça veut dire qu'on était une équipe unie, soudée, avant tout, dans l'adversité, dans la réussite, et que personne ne pouvait gagner tout seul. Ça, sincèrement, j'allais dire, c'est ma raison d'être dans l'entreprise. Je ne gagne jamais tout seul. On ne peut gagner qu'en équipe. Et comment vous assurez de transmettre cela? Comment s'assurer concrètement, lorsqu'on est à la tête d'une équipe, au sein d'une équipe, de faire en sorte que ça marche réellement dans ce sens? Il faut être le père de l'équipe, comme dans la famille. Et il faut transmettre par l'exemple, avant tout. Il ne faut pas transmettre par, j'allais dire, les modèles habituels qu'on connaît, qu'on apprend à l'école, mais il faut être le modèle porteur de ces valeurs
porteur de cette manière de faire. Et quand on l'est, sincèrement, l'adhésion est formidable. Aujourd'hui, même au cabinet royal, j'ai autour de moi une équipe formidable avec qui on partage, mais alors là, d'une manière spontanée, sans qu'il y ait cette appréhension ou ce calcul hiérarchique. Il n'existe jamais pour moi. Parce que l'hiérarchie n'est que dans la responsabilité et pas dans l'autorité. L'autorité doit se partager pour pouvoir s'exécuter de meilleure manière. Une fois elle est partagée dans l'esprit de famille et de l'équipe, je crois qu'on est tout gagnant. Absolument. Ça a toujours été en tout cas le modèle que j'ai préconisé dans le corporate. C'est exactement ça que j'ai vécu dans la fondation. Et quel meilleur espace que la fondation pour le vivre, parce que la solidarité est au cœur du travail de la fondation. Et l'esprit de famille dans la fondation était prépondérant. Madame Sallallahu alayhi wa sallam, on n'était pas juste une équipe qui se retrouvait dans un bureau autour d'une salle de réunion, autour d'une table de réunion, mais on était beaucoup plus une famille qui nous vivions notre mission d'une manière constante et permanente. Et c'est ça qui a fait qu'on était heureux de pouvoir déployer ce qu'on savait faire sur le terrain. Alors il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est quand on est dans des fonctions de haut niveau, que ce soit en entreprise ou dans l'institutionnel, il y a souvent une forme de pression implicite pour cocher toutes les cases, pour adopter une certaine posture rationnelle, un peu distante, limite uniforme. Et pourtant, ce qui crée du lien et de la connexion entre nous, c'est cette spontanéité, cette humanité qui est en nous. Comment est-ce que vous avez réussi à faire cohabiter toutes ces facettes en vous sans les étouffer ? Écoutez, Manel, je ne me suis encore une fois jamais posé la question. Et je ne me suis jamais imposé cette contrainte. C'est naturel, en fait. C'est naturel. C'est ainsi que vous êtes. C'est naturel. Moi, je plains les gens qui s'imposent, j'allais dire, des choses qui n'existent pas dans la réalité, mais qui sont supposées exister. Et par crainte que ça soit des choses qui puissent influer sur la carrière, je le dis en toute franchise, les gens s'imposent des choses, des règles qui n'existent pas. Moi, le seul souci que j'ai, c'est l'institution, pas moi. Moi, quelque part dans l'institution, je ne suis là que pour servir un moment. De toute façon, je partirai un de ces jours. Je dois servir l'institution avant tout, sans me dire que, attention, il faut que je fasse attention, il faut que je colle, il faut que je corresponde. Non, la seule préoccupation de l'IND est la mission que je porte. La porter comme il faut, jusqu'au bout, selon les règles de l'institution. Et derrière, moi, je m'efface, parce que, quelque part, que ça soit Qais ou quelqu'un d'autre, l'institution continue d'exister avec sa noblesse, avec sa suprématie. Et moi, cocher une case ou pas, ça m'importe peu, pourvu que je reste moi-même, parce que c'est grâce, j'allais dire, à ce que je suis, que j'arrive à mener la mission, en tout cas conformément à l'attente que Sidna Naïsro a de cette mission. Absolument, Amin. Ça nécessite en fait de rester connecté à une part de liberté en nous, en fait. Oui. Cet enfant intérieur. Ah oui, l'enfant intérieur est important. L'enfant intérieur. Moi, j'allais dire, la mission que nous avons un peu partout, dans l'entreprise, là où je suis, et même dans la vie de tous les jours, c'est de pouvoir, j'allais dire, atteindre un certain nombre d'objectifs qui nous sont tracés. Pour moi, atteindre ces objectifs nécessite de libérer ce que nous sommes. Parce que sinon, l'initiative est perdue. Nous ne faisons qu'au correspondre sinon à des choses qui ont été réglées, établies et répétées. Jamais l'innovation ne trouve de chemin dans cette voie. Jamais l'initiative et la réussite ne trouvent de chemin dans cette voie. C'est vrai, faut oser sortir. Pour sortir du lot et des sentiers battus, comme tu l'as si bien dit, il faut libérer l'enfant qui est en nous. Et souvent, cet enfant qui nous tire la chemise de derrière, on le chasse. On n'a pas envie qu'il soit libéré parce que ça nous dérange dans notre crainte de ne pas correspondre à ce que pensent les autres. Pour moi, ça n'existe pas, cette crainte. Parce que c'est ça qui me permet, moi, d'être moi-même Qais. Et je suis heureux que l'enfant qui est en moi, qui habite mon cœur, puisse à chaque fois s'exprimer d'une manière libre et de libérer cette vérité originelle, al-fitra, li khalaqna alayha. Et le fitra est à la source de beaucoup de réussite, de beaucoup de vérité et de beaucoup de belles initiatives. En tout cas, ne serait-ce que rappeler à l'humain ce que nous sommes.
Alors, j'ai eu le bonheur de recevoir votre recueil de poèmes, Patchwords J'en suis ravi. 2, J'en suis ravi. L'amour en vers. Merci infiniment encore une fois. Que vous avez présenté notamment au Festival du Livre à Paris, Oui, où le Maroc était invité d'honneur cette année. j'ai eu ce bonheur et cet honneur, effectivement. Et j'ai personnellement toujours été fascinée par le pouvoir des mots. Et d'ailleurs, je vous ai partagé que j'écrivais des poèmes quand j'étais plus jeune. Et sincèrement, Manan, il va falloir vous y mettre. Je pense que c'est un Parce signe que de destin. non, c'est une obligation, c'est pas juste un choix, c'est une obligation. Vous ne pouvez pas garder des choses aussi belles et aussi humaines pour vous. Ouais. Parce que notre mission, moi je conçois, notre mission sur Terre, c'est le partage. Et si vous avez ce don de Dieu, qui est divin, de pouvoir exprimer vos émotions et la vérité humaine qui est en vous par de la poésie, il faut la partager. Ouais. En tout cas, j'attends. Bah écoutez, la graine est semée et j'espère un jour Arroser, le partager. arroser, Voilà. bourgeonner, allez-y. Alors, pour revenir sur ce magnifique recueil que j'ai grand plaisir à lire et à partager aussi avec mes enfants, je vois qu'il y a un thème qui revient souvent dans vos écrits, qui est celui de l'amour et de la spiritualité. Vous affirmez que la spiritualité a toute sa place dans ce monde moderne. Quelle est votre définition de la spiritualité déjà ? J'inverse ce que vous avez dit. Je dis la spiritualité est à la base, pour moi, est à la base du monde. Le reste a de la place. Mais la spiritualité, en tout cas, l'espace mythique, a toujours été cet espace où l'être humain retrouve certaines vérités imperceptibles par la voie cartésienne pure et dure. Cet espace où il arrive à transcender, en tout cas, certaines choses et à retrouver son humanité. La vie, quelque part, si on veut lui donner du sens, est une voie, est un chemin de recherche de vérité et de voie vers l'éternité. Parce que si on conçoit maintenant, il y a des gens qui croient que, et ça, tout à fait libre à eux d'y croire, que la vie se limite à une naissance et à une mort. Pour moi, ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'une phase, un chemin vers l'éternité. Et je dis, ça n'engage que moi, que l'amour est la seule voie, le seul prisme qui nous donne un regard sur l'éternité. Et l'amour est au cœur de la spiritualité. Et c'est ce moteur qui nous permet de nous élever, de nous rapprocher du Créateur et des vérités qui ne sont que perceptibles, pas explicables. Parce que expliquer est une chose, c'est terrestre. Percevoir, c'est la foi, c'est mythique, c'est spirituel. Et quand on a la capacité de se projeter dans cet espace-là, sincèrement, on devient léger. On se dégage de la gravité. Je ne parle pas de la gravité des choses graves, de la gravité terrestre qui nous ramène à des choses terrestres pour nous projeter dans des espaces qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus heureux, beaucoup plus lucides par rapport à une vie dégagée vers l'éternité. Voilà, c'est un peu philosophique, mais c'est tout bonheur. Magnifique. Alors, nous vivons dans un monde aujourd'hui qui semble parfois tout faire pour l'écarter, cette spiritualité en tout cas. Comment cultiver sa spiritualité dans le monde dans lequel nous sommes ? Très curieuse d'en apprendre davantage sur ça. Moi, je demande, en tout cas à mes enfants, à tout le monde, je dis qu'il faut arriver à faire l'exercice du zoom avant, zoom arrière. J'entends par là, quand on se lève le matin, on est toujours dans la verticalité. Ce que je vais faire maintenant, ce que je vais faire après, je vais rentrer, je vais manger, je vais dormir, je suis dans la verticalité. Il faut s'exercer dans le zoom arrière, à prendre du recul par rapport à ce qu'on fait et à relativiser tous nos actes pour qu'ils s'inscrivent dans une vision beaucoup plus large du monde. Ce que nous faisons tous les jours n'a pas nécessairement que la finalité instantanée. Il s'inscrit dans un ensemble d'actes humains qui font que ce que nous sommes dans notre humanité, dans notre univers. Si on arrive à faire cet exercice régulièrement, de se poser à chaque fois la question du recul, à quoi ça peut servir par rapport à tout le monde, comment je peux être utile pour l'autre, comment je peux me regarder dans l'autre. Sincèrement, l'acte quotidien change
et la réflexion devient beaucoup plus libre, en tout cas, et beaucoup plus mieux à même d'être légère. Voilà, je le dis aussi simplement que ça. Développer cette capacité à faire passer toutes ces actions par des filtres, Par des filtres. en se posant les bonnes questions. Oui. En Sortir reculant. de l'autopilote. Sortir de l'autopilote, de la verticalité, de la myopie de l'instant, pour regarder le monde d'une manière beaucoup plus large et d'être inscrit dans son rôle humain, humain pur et dur, dans les milliards d'humains qui existent aujourd'hui. Alors, le Maroc, notre beau pays, Ah oui. 12 siècles d'histoire, une richesse indéniable, un ancrage dans le temps, indéniable, là aussi une vraie fierté pour les Marocains et les Marocaines que nous sommes. À travers ce podcast, j'aime croire que nous jouons un rôle pour laisser une trace pour les générations futures. Force est de constater que cette génération qui vient, elle évolue dans un monde en pleine accélération, entre intelligence artificielle, globalisation... Et un grand bruit de fond. Et un grand bruit de fond avec les réseaux sociaux notamment. Comment, selon vous, concilier entre modernité et enracinement dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Je crois qu'il ne s'agit pas de concilier, il s'agit de vivre l'entièreté de la même manière. Parce que ce n'est pas l'environnement qu'on doit adapter, c'est nous-mêmes qui devons nous adapter aux environnements. Et nous-mêmes, nous sommes porteurs de cet ADN qui est riche de valeurs de 12 siècles, vous l'avez dit. C'est de la transmission qui n'est pas nécessairement académique dans son sens écrite, réglée, on sait ce que c'est, on peut l'expliquer. Mais ce sont des choses qui sont transmises par les différentes collectivités qui ont vécu depuis 12 siècles et qui font que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, le Maroc que nous sommes aujourd'hui. Fort de nos valeurs, fort de notre histoire, de notre culture, de notre diversité. Et il ne s'agit pas de concilier la modernité avec ça, il s'agit d'inscrire ces valeurs dans notre démarche de notre monde moderne. Et il n'y a rien à adapter. C'est des choses qui se font d'elles-mêmes. Et le Maroc le fait bien. Peut-être, j'allais dire, que les réactions d'adaptabilité de ces demandes prennent du temps, mais nous sommes sur la bonne voie. Parce que nous sommes résilients, nous tenons à nos valeurs, et ces valeurs nous garantissent en tout cas cette belle résilience que porte le Maroc aujourd'hui, qui est modèle au niveau mondial. Absolument. Alors, et parmi les repères qui nous rassemblent, il y a ce mot fort, Tamrébit, qu'on entend de plus en plus, qu'on ressent de plus en plus surtout. Pour vous, ça veut dire quoi, Tamrébit, et quelles sont les valeurs qui caractérisent Tamrébit, pour moi, c'est l'émotion que nous avons au-delà de tout dogme, de toute religion, de toute culture, de tout ce que vous voulez, quand nous regardons le Maroc qui joue au foot. Quand on répond à l'appel de Feu Hassan II pour aller à la Marche Verte, quand on se retrouve à Souira au Festival de Gnawa, c'est ça, Tamrébit. Ça veut dire on n'essaie pas de l'expliquer, mais on la vit. C'est une très belle émotion qui nous définit et définit exclusivement le Maroc, parce qu'encore une fois, il est riche d'une multiplicité de valeurs de 12 siècles qui font qu'il est exceptionnel. Je me le permets de le dire, exceptionnel, et je suis fier de l'être. Parce que tout le monde n'a pas eu l'occasion, justement, d'accumuler tout ce capital valeur qui fait qu'on est fier d'avoir Tamrébit et de la partager entre nous. Que nous soyons musulmans, juifs, que nous parlions tamazir ou arabe, que je sois tstaouni ou fassi, et nous sommes exactement la même personne quand Tamrébit nous prend et nous habite. Quand Tamrébit nous prend, absolument. C'est un véritable état. C'est une émotion. Dans lequel c'est une émotion qui est très forte. C'est une émotion, celle quand Aouita a gagné, quand le Maroc, Nawal Moutaoukil, c'est exactement le même sentiment qu'on partage, qui n'est pas différent, qui n'est pas dit en arabe, qui n'est pas dit en berbère exclusivement, qui n'a pas de logique musulmane. Ça fait que nous sommes Mgharba, et que nous portons cette émotion Tamrébit qui nous est propre. Absolument. Et elle est aussi la même, tenez-vous bien, elle est aussi la même par rapport à notre diaspora, à l'étranger. Sincèrement, ce n'est pas l'environnement qui crée Tamrébit. C'est exactement l'héritage de valeurs qui fait que cette
Tamrabit, nous le portons où que nous soyons. Absolument, magnifique, merci beaucoup. Alors, Qais Ben Yahya, est-ce que vous accepteriez de nous lire quelques vers de Patchwords 2? Quelques vers qui vous parlent là spontanément et peut-être nous partager le contexte dans lequel vous les avez écrits. Oui, bien sûr. Non, mais je suis toujours heureux de pouvoir les relire. Je ne vous cache pas que je les apprends pas par cœur parce que mon écriture est complètement éruptive. Elle s'inscrit dans l'instant, elle répond à un besoin d'écouler l'émotion sur du papier. Et vous ne retouchez jamais à vos textes, Jamais dans le texte. Moi, je suis convaincu, je le dis toujours, et les gens rigolent quand je dis ça, je dis que mes écrits sont bio. Si je les touche, ils perdent leur qualité de l'instant et l'émotion de l'instant. Ouais. Même parfois, certains écrits peuvent porter des erreurs. Peut-être que l'erreur cache quelque chose que je ne dois pas occulter. Et il faut la laisser telle qu'elle parce qu'elle est porteuse de cette émotion, de cet instant qui correspond à l'événement que j'ai vécu. Et c'est ça qui fait que la poésie a cette portée et a cet accès à l'éternité, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Alors, je vais lire au hasard. Bien sûr. Au hasard, je ne sais pas, parce que je n'ai pas de choix particulier. Si j'avais un choix, j'aurais lu probablement des choses que je viens d'écrire, mais je vais lire au hasard. Je crois que j'ai dû marquer un Oui. qui s'appelle Anniversaire, Ah oui, qui en fait coïncide avec le jour de l'anniversaire de mon père, Allah yarhamou, le 1er avril, et ça m'a beaucoup touchée. Alors, peut-être avec votre permission, je peux vous demander de lire celui-ci. oui. Alors, sincèrement, moi, je suis né le 1er avril. Ah, d'accord. Moi, je suis né le 1er. Alors, je ne suis pas un poisson pour autant. Je suis plutôt bélier. C'est un bélier, oui. C'est ça qui fait que je suis toujours dans la tendance d'aller de l'avant. Mais mon père, Allah yarhamou, je rigole, une anecdote, quand on l'a appelé pour lui dire que j'étais né, il n'a pas cru au premier jour. Il a dit non, c'est un poisson d'avril, arrêtez. C'est pas vrai. En tout cas, moi je suis né le 1er avril et je suis fier de partager avec vous en tout cas cette date. Et je vous lis les quelques vers que j'ai écrits à cette occasion en 2023. Le temps s'arrête et le regard se fige. J'entends ce silence en moi qui s'érige. Une onde de bonheur porteur de vertige. Un amour pur prend ma main et rédige en quelques mots ce que les vôtres exigent. Vos propos font ma joie, ils m'obligent. Merci sans fin. Je suis votre homme, dis-je. Merci à vous. Voilà. Magnifique. Alors, Merci par pour contre, ce si vous partage. permettez, je vais sortir de ce recueil et Bien sûr. je vais vous lire quand même. Vous savez, quand j'écris, et vous l'avez constaté, j'écris en français et en arabe. Oui, en Alors, anglais je aussi, parfois j'ai vu. En anglais, parfois Oui. en anglais. Moi, je vous explique, je le dis souvent, je l'explique pourquoi j'écris en français et en arabe. Quand j'écris en français, je réfléchis en français, exclusivement en français, et je crois que le français, je suis convaincu que le français, en tant que langue, est porteuse de modernité, de belles choses. Elle exprime très bien l'amour, en tout cas, dans sa condition moderne. Par contre, l'arabe est une langue, encore une fois, qui est la seule qui puisse porter ma charge identitaire, ma charge de l'histoire, ce que je suis, et la profondeur historique de ce que je suis. Et surtout, la profondeur mythique dont on a parlé, que le français n'est pas capable de porter. Alors pour cela, j'ai fait un petit choix. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être les lire tout à l'heure. Alors, à l'occasion de la fête du trône, 26e anniversaire de la fête du trône, c'est dans l'Aïsro, j'ai écrit quelques mots, et notamment ceux qui suivent l'Arabia, parce que cette profondeur est très particulière. بالسر والهدى سار أمير المؤمنين يحمي الأصول ويهتدي باليقين وارث عهد الأنبياء بعزه ركن المكارم في الزمان أمين فيه القيم العليا تجلت سطورها نورا يضيء دروب خطو مكين مغربنا يمشي به نحو العلا يبني السلام بعزم متين تجري الجداول من يديه كأنها مدد إلهي وماء يقين إن قال سيروا نحو نور المحجة تبكي الخطايا في رحاب الأمين ملك مواطن في خطاه تواضع كالشمس ترقى في عيون العارفين مغربه يمشي على خطب الهدى ويرينا وجه المجد في كل حين. جميل جدا. Ça, c'est en arabe. Par contre, bon, en français, si vous le permettez, puisqu'on parle de poésie, j'ai choisi l'instant poésie. Je suis assis, perdu dans les méandres. D'un instant où rien ne se passe ne me prend. Je regarde au loin, calme, je m'étends. Je pense à tout ce qui peut m'attendre. J'ai envie de dire mille choses, m'étendre sur les bords de mes rêves au gré des vents.
léger comme cette brise que je ressens, qui m'inspire des mots nés pour me surprendre. Je me laisse au firmament me prendre, porté par les délices de ce torrent où se mêlent émoi et amour ardent pour le pur bonheur d'une plume tendre, qui se met à écrire sans s'y attendre une poésie d'ailleurs, sans savoir comment, une voix d'un monde où le seul confident, le cœur d'un enfant, qui renaît de ses cendres. Les mots s'égrènent et l'obscurité s'effondre, le ciel s'illumine de leur éclat patent, l'amour y dit, nu, sans aucun ornement, les rêveurs épris pourront le comprendre. C'est magnifique, c'est beau, merci pour ce Je vous en partage. prie. Je vous en prie. Quel honneur, merci Tout le infiniment. bonheur est pour moi en tout cas. Tout le bonheur est pour moi. Alors, poursuivons ce magnifique voyage Allons-y. avec une autre de vos casquettes qui est celle de musicien. On Oui. l'a cité tout Oui. à l'heure. Ah oui. Et vous jouez de la basse et vous chantez aussi. Oui. Dans les années 90, vous avez monté le trio Echo qui a proposé l'une des toutes premières fusions de jazz à la marocaine. Exact. Qu'est-ce que la musique vous a apporté dans votre vie et comment est-ce que cela a changé votre manière d'aborder, d'entrer en lien avec les autres, tout simplement? Du bonheur. Ouais. La musique a apporté surtout du bonheur et du rythme. Mm. Du rythme parce que, sincèrement, j'allais dire, la construction musicale, le langage musical lui-même est toujours rythmé. Et il est construit autour d'une logique qui n'est pas celle des langages habituels et qui fait qu'il nous permet de nous exprimer d'une manière universelle. Mm. Ça m'a apporté en tout cas cette ouverture qui est formidable et ça m'a permis d'avoir de la joie et du bonheur à chaque fois. Chanter est un exercice, c'est de la dopamine. Hein. Ouais. À chaque fois j'ai besoin de chanter, je chante toujours à la maison. Ah. Oui, à chaque fois j'ai besoin, je mets de la musique à fond, je chante, je fais le fou. Et faire le fou me va très bien, en tout cas je peux vous le garantir. Et ça me permet en tout cas de décompresser à chaque fois que j'en ai besoin et de revenir vers moi-même et de pouvoir reprendre des choses en main d'une manière assez lucide et assez tranquille. La musique a toujours été cet espace, en tout cas salvateur, qui remet de l'ordre dans mes pensées. Et j'ai toujours privilégié la musique en tant que refuge pour pouvoir retrouver ma sérénité. C'est formidable en tout cas de voir à quel point vous avez cette connexion avec cet enfant intérieur. Ah oui, oui. Et ça, c'est vraiment beau et c'est une invitation pour nous tous de le faire. Alors, avec votre Faites-le. permission, j'aimerais faire découvrir à nos auditeurs quelques notes de What I'd Say, une musique que vous aviez chantée, interprétée il y a quelques années. On va mettre quelques notes. Ah, ça me rappelle des choses. What I Say, Blueberry Hill, et plein d'autres morceaux, effectivement, plein d'autres morceaux qui sont venus de manière spontanée. Hein. Donc, on n'était pas dans la logique, encore une fois, comme pour la poésie, on n'était pas dans la logique de production, mais on était surtout dans la logique j'allais dire, de la création. Et ces morceaux-là, qu'on avait créés avec mon ami Essam qui était au piano et mon ami Jafar qui était batteur, on était un trio, le trio Echo, quand on faisait beaucoup de jazz, on se produisait à l'époque à l'hôtel Saphir, au club Saphir Jazz Club de l'hôtel Saphir à Rabat. Et chaque soir, on avait un morceau nouveau, on apportait certaines variations. Magnifique. Qui s'imposaient de par la nature de l'émotion de l'instant, encore une fois. Et c'est par la suite qu'on s'était dit, chiche, il va falloir enregistrer. Et on a enregistré en tout cas deux albums qui étaient sortis à l'époque, qui avaient très bien marché, Marocofolie 1, Marocofolie 2, Oui. où il y avait ce genre de reprise, ce genre de fusion, qui était parmi les premières fusions de jazz avec la rythmique marocaine entreprise, en tout cas à cette époque-là. Et que j'ai eu le bonheur et l'honneur en tout cas de produire avec mes amis Essam et Jafar et qui à chaque fois que je l'écoute j'ai exactement les mêmes émotions qui ressurgissent et qui font que je suis heureux de les avoir produits en tout Magnifique, magnifique. Un comeback possible du trio Echo? Non, je pense pas. Non, problème. Peut-être à une occasion ou une autre, dans un cadre privé, mais sincèrement, le comeback, il est quotidien chez moi. Ouais. La musique, elle occupe mes espaces tout le temps. Vous savez, dans la voiture, à la maison, il y a tout le temps de la musique classique. J'écoute beaucoup de musique classique. C'est quelque chose, en tout cas, un monde qui est formidable.
J'écoute beaucoup de jazz, beaucoup de latin, et à chaque fois je chante, je joue de la musique à la maison et je fais le fou, je libère l'enfant dont vous avez parlé tout à l'heure. Et je suis convaincu que cet enfant a toujours raison. Absolument. Parce qu'à chaque fois que je l'ai libéré, ça a été pour du bonheur. Ouais. Ça a été pour des résultats magnifiques que j'aurais jamais suspecté si je l'avais pas libéré. Absolument. Alors j'invite tout le monde à l'ouïe qui est en nous et qui est porteur de la vérité originelle et qui est porteur de très très belles choses. Je dis pas qu'il faut le laisser faire des folies, mais il faut au moins le laisser dire ce qu'il a à dire et de pouvoir déployer ça à notre manière, avec la maturité que nous avons aujourd'hui. Ça peut être tout bonheur pour tout le monde. Libérer l'enfant qui est en vous, ça pourrait presque être le titre de cet épisode. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Voilà, magnifique. Ah, formidable, je serais ravi en tout cas. Ben, on le retiendra pour le titre de l'épisode. Alors, j'aimerais beaucoup vous proposer un petit exercice, si vous le permettez. Allons-y. Si vous en êtes d'accord, c'est de vous décrire quelques situations de vie très précises, encore une fois pour connecter avec notre audience, Oui. et que vous nous partagiez avec l'expérience et l'humanité qui sont les vôtres. Qu'est-ce que vous feriez dans ces situations-là, ou qu'est-ce que vous conseilleriez à votre enfant s'il était dans ces situations-là? Partant? Tentant. Allons-y. Alors, première situation dans le monde du travail. Vous avez un collègue qui vous mène la vie dure, mais dure. Des remarques déplacées en réunion, une attitude passive, agressive, ou même une volonté claire de vous discréditer aux yeux de tout le monde. Comment réagir avec du recul sans se renier soi-même? En tout cas, pas que dans le monde du travail. Hein. Dans la vie, d'une manière générale, il y a toujours quelqu'un qui est quelque part en flux inverse. Je te dirais comme ça. Pour des raisons que je n'essaye même pas d'analyser. Mais il y a souvent des situations où on est confronté à des personnes qui sont quelque part dans l'adversité d'une manière assez gratuite. Ce que j'essaie de faire dans ce cas de figure, c'est de négliger. Le silence? Je ne rentre jamais dans la confrontation. Okay. Ça ne sert à rien parce que ça ne fait qu'attiser la capacité de nuire de l'autre. Et moi, je suis, j'allais dire, dans la démarche de l'apaisement, du recul, encore une fois, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je prends du recul par rapport à tout ça et je laisse généralement les personnes en face se corriger d'elles-mêmes face à l'évolution des situations qui sont réelles. Je vais citer un exemple. Supposons que nous sommes dans un cadre particulier. En tout cas, c'est un cas de figure qui n'arrive jamais dans mes équipes. Parce que le principe même, quand j'ai dit tout à l'heure, dans les équipes dans lesquelles j'ai toujours eu l'occasion, le bonheur de travailler, c'est le partage et l'esprit de famille. Donc l'adversité n'existe pas. Parce qu'ils savent, tout le monde sait pertinemment que s'il est contraire à un flux, c'est qu'il est en dehors de l'équipe. Et c'est contradictoire. Par contre, ça peut arriver par travers des personnes qui sont en dehors de l'équipe et qui sont dans une démarche d'adversité. Ces personnes-là, généralement, quand on les néglige, quand on ne fait pas attention à ce qu'elles font et qu'on ne leur donne pas le point d'appui, elles reculent d'elles-mêmes et elles sortent, j'allais dire, du flux naturel des choses. C'est exactement le comportement que j'ai dans ma vie, dans l'entreprise et partout. De ne pas nourrir cette énergie-là. De ne pas nourrir, de ne pas donner l'occasion à la personne en face de faire grandir cette adversité. Okay. C'est une démarche de paix, entre guillemets, que je déclare en reculant et en laissant les choses se faire pour se corriger d'elles-mêmes. Très bien. Deuxième situation. Allons-y. Face à l'actualité, vous êtes un humaniste et pourtant l'actualité est lourde, elle est dure, elle est insoutenable parfois. On se sent impuissant, on bascule entre colère et désespoir parfois. Comment, dans ce contexte, continuer à croire en l'humanité? On n'a pas le choix. Soit on ne croit plus en l'humanité et on arrête d'exister, soit on se dit que l'existence est au-delà de tout cela. Et l'histoire de l'humanité, depuis la création du monde, depuis Adam alayhi salam, a toujours connu ce genre de situation. D'ailleurs, Oulad Sidna Adam étaient les premiers à avoir vécu ça, puisque l'un a tué l'autre. Depuis le démarrage de l'humanité, ça a été le cas, mais ça n'a jamais empêché l'humanité de subsister au-delà de ces complications, pourvu qu'on se rappelle en tout cas à l'ordre divin.
qui nous explique et qui nous montre le chemin et la voie à suivre pour dépasser justement ces complexités de vie, je dirais, ces crises qui sont propres à l'être humain. Et encore une fois, je dis, au-delà des prophètes, qui sont porteurs en tout cas de ces belles lumières, seuls les philosophes, les scientifiques, les poètes et les artistes ont été, à travers toute l'histoire de l'humanité, capables de remettre cette humanité sur la voie en permettant l'interpellation du monde. J'essaie de l'être autant que possible. Ça me permet, en tout cas, de transcender ces situations et de croire que l'humanité ira mieux, en tout cas, et connaîtra des jours meilleurs. Vous partagez beaucoup, effectivement, sur les réseaux sociaux et ça fait du bien de lire vos partages. Alors, troisième et dernière situation, et toute ressemblance avec des faits réels est purement fortuite, ou presque. Alors, vous êtes sur un terrain de foot, vous vous êtes donné à fond pendant 80 minutes. L'arbitre siffle un penalty pour votre équipe. Faute évidente, une main pour ne pas la citer. Et puis, l'arbitre revient sur sa décision et votre équipe perd le match. Qu'est-ce que vous faites ? Comme tout Marocain qui se respecte, hein, je râle. Je râle, je suis hors de moi, je rouspète sur le terrain, je m'associe à toute l'équipe pour dire que c'est honteux. Ouais. Mais immédiatement, je me soumets aux règles. Parce que je sais que en dehors de règles, rien n'est gagné. Et que pour moi, l'essentiel, c'est de gagner en équipe. Et je me soumets, quitte à perdre le match, parce que perdre le match n'est pas perdre la bataille, mais de sortir de ce match, j'essaie d'entreprendre quelques actions. La première, c'est de contester, selon les règles, pour montrer ce qui m'a été, en tout cas, ce que j'ai subi comme mauvaise décision. Et je travaille en équipe pour que la prochaine fois, quand on arrive à la 80e minute, qu'on ait au moins un score de 3-0. Pour que malgré la faute, on soit gagnant. Merci pour ce partage. Alors, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Avec plaisir. C'était sympathique d'écouter vos perspectives. On arrive presque à la fin de l'épisode. Il me reste néanmoins 2-3 petites questions à vous poser. Et j'aimerais revenir dans le recueil. Vous rendez hommage à votre papa, Haj Mohamed Tanjawi, qui a marqué de son empreinte le monde des arts et des lettres, et dont la maison était toujours grande ouverte pour les artistes de l'époque, n'est-ce pas ? Oui. Que ce soit Abdelwahab Kali, vous l'avez cité, Abdelhalim Hafed, Samira Saïd, et j'en passe. Quelle serait une leçon de vie qu'il a partagée avec vous et qui vous accompagne toujours aujourd'hui ? Ça serait réducteur de dire une leçon de vie. Sincèrement, pour moi, il m'a appris à vivre. Ok. C'est toutes les leçons de vie. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je dis la chose suivante. Ça peut résumer ma réponse. C'est quand j'écris, je suis convaincu que c'est lui qui prend ma main. C'est beau, ça. C'est une conviction ? C'est une conviction. Ok. Parce que souvent, j'écris, je me relis, je me dis comment j'ai pu écrire tout ça. Parce que j'ai pas cette logique qui explique ce que je fais, ce que j'ai écrit, d'une manière rationnelle. Donc, quelque part, son influence, ce qu'il a été pour moi, le modèle qu'il a été, et pour beaucoup dans ce que je suis aujourd'hui. Ça en dit beaucoup sur l'humilité aussi, je trouve. C'est-à-dire de s'en remettre de ne pas s'approprier les choses et de donner crédit à ceux qui ont fait que nous sommes là. Je suis convaincu que nous ne sommes que des miroirs, mais des miroirs de la lumière à laquelle nous voulons bien nous exposer. Ouais. Et moi, j'ai choisi de m'exposer à ces lumières-là, en tout cas celles que mon père m'a léguées. Il y a d'autres lumières qui sont parfois spirituelles et autres, et qui font que je les retransmets à mon prochain. Et ça, c'est toute ma fierté et mon bonheur. Mon père m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à aimer l'autre. Il m'a appris la langue arabe. Parce que s'il n'y avait pas mon père, jamais je n'aurais aujourd'hui porté cette langue comme je la porte aujourd'hui. Oui. Mon père, Allah refusait de nous répondre quand on parlait français ou espagnol.
Entre eux, ma mère, mon père parlaient espagnol pour qu'on ne sache pas ce qu'ils disent, mais on a fini par apprendre après. Bah voilà, évidemment. Mais quand c'était nous qui échangeaient, mon père me répondait tout le temps en arabe. Ça m'a poussé à chaque fois à aller chercher, à aller fouiner dans ce que c'était cette langue d'une manière naturelle, et je l'ai portée, encore une fois, d'une manière naturelle. Ne serait-ce que pour ça, Allah yarhamou Saïd. Allah yarhamou Saleh, absolument. Wa yarhamhum jami'an fil Jami'an nar. ya Rab. Alors, une question pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont en quête de sens, Oui. qui sont peut-être perdus dans le ronron du quotidien, pas de cap particulier, pas de connexion avec une passion en particulier, qui recherchent ce sens-là. Quels conseils pourriez-vous partager avec eux pour raviver cette flamme intérieure? Difficile de donner des conseils dans ce sens. Mais par contre, j'inviterai tout le monde à aller chercher dans ce que nous avons été pendant très longtemps, cette famille réunie, porteuse de valeurs. Et dans ce noyau, il y a beaucoup de sens. Nous sommes en train de le perdre. Et si on arrive aujourd'hui à le reconstruire, sincèrement, on a tout à gagner. Parce que, alhamdoulilah, au Maghreb, nous avons tous les moyens pour réussir. Maintenant, comme vous le dites si bien, on a besoin de sens pour que ces moyens puissent se déployer d'une manière pérenne et d'une manière qui correspond à ce que nous sommes. Ce sens, nous ne pourrons le retrouver qu'en reconstituant notre foyer de base, la famille. Et j'invite tout le monde à réinvestir cet espace pour retrouver du sens dans ce que nous faisons. Parce que, en étant individu, nous ne sommes que dans la logique de l'immédiateté, de la consommation, de l'instant, et nous passons à celle qui suit. Par contre, en revenant vers des espaces beaucoup plus solides, comme celui de la famille, on redonne du sens à ce que nous sommes, et on reprend, en tout cas, main sur ces valeurs qui ont toujours été les nôtres. Voilà. Nous sommes des êtres profondément sociaux et cette cellule familiale est vraiment... Il faut la reconstituer, il faut la nécessaire. remettre au centre de la préoccupation de la société aujourd'hui. Super. Merci beaucoup, encore une fois, pour ce partage. Alors, nous arrivons à la fin de l'épisode et j'ai pour habitude de poser 3-4 petites questions très rapides qui appellent une réponse rapide aussi. C'est quoi le succès pour vous? Le succès, c'est l'aboutissement à chaque fois d'un rêve. Et le rêve n'est porté, en tout cas n'est possible, encore une fois, qu'en libérant l'enfant qui est en nous. Alors le succès, c'est permettre à l'enfant d'aboutir et de réaliser ce qu'il a toujours porté, cette vérité originelle. Et son plein potentiel et cette vérité originelle. Magnifique, merci beaucoup. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné? Oh là là, je crois que je ne peux pas l'attribuer à quelqu'un. C'est un conseil divin. وَادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. C'est bon. Parce que... Comment traduire ça d'ailleurs pour notre audience internationale? Faites ce qui est le meilleur. J'allais dire, et si vous faites pour le meilleur, en tout cas, dans une situation de celui conflit, qui est en face redevient quelqu'un, redevient quelqu'un qui vous est proche. C'est dans ce sens, on lui donne du sens, parce qu'on traduit, moi je crois qu'on ne traduit pas l'arabe, il faut traduire le sens. Oui. On traduit le sens de l'arabe, mais on ne traduit pas l'arabe. En tout cas, surtout pas l'arabe du Coran. Mais faites pour le meilleur, et celui qui est adversaire devient votre frère. Voilà. C'est beau, magnifique. Quel est le pire conseil qu'on vous ait jamais donné? Je crois que jamais personne n'a osé le faire, mais si quelqu'un essaie de le faire, écoutez, je lui dirais qu'il s'est trompé de voie. Voilà. Alors, si vous pouviez, une baguette magique comme ça, décider d'une loi, un principe, une valeur que tout le monde, absolument tout le monde, devait mettre en pratique, quelle serait-elle? L'altérité. Se voir dans l'autre, se projeter dans l'autre,
Sincèrement, si on y arrivait tous un jour, une seconde, tous en même temps, le monde serait sauvé. Merci infiniment, Chris Bengria, pour ce moment suspendu. Merci pour votre partage. Ça a été un bonheur, merci à vous. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir investi votre temps avec nous. Je vous mets les liens vers nos pages LinkedIn et Instagram dans les notes de cet épisode. N'hésitez surtout pas à nous écrire pour nous partager votre feedback, le message qui vous a le plus parlé, le sujet qui vous a le plus touché. Dernière chose, et c'est vraiment important pour continuer à faire grandir ce podcast, mettez une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et si vous n'êtes pas sur ces deux plateformes, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis ou collègues. C'est vraiment ce qui permet de donner plus de visibilité à ce contenu et en faire bénéficier le plus grand nombre. Mille merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.